midi. Ils sont entrés dans notre vie, passagers pleins de biques, pour un forfait longue durée, sans demande d'asile politique, certainement prêtés par une bonne intention, généreuse et légère, car à l'école on ne fait pas de manière. Les jolis petits marpions, les têtes blondes et rousses, vont voyager ainsi sur les terres de tous nos lits. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'Angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les 3e samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour. Et il est midi sur les 106,6 MHz de Radio Campus, sur campuslille.com et sur DAB+, et vous écoutez Angle d'attaque, une émission des 3 comités locaux d'attaque métropole. Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Et nous allons parler d'une forme de transaction citoyenne, de transaction financière, justement. Avec pour vous servir aujourd'hui Quentin l'ingénieur, Ludovic au look gramscien, Didier le nouvelliste et Morgane le billetiste. Au micro et aux manettes, c'est pas Florent, c'est Christian. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? On va demander... De quoi parlons-nous aujourd'hui ? C'est-à-dire, c'est dire si on est dans l'actualité, on va parler de la dette en France. Dette qui, pour l'actuel gouverneur de la Banque de France, je reprends le billet de Morgane, François Villeroy de Gallo, c'est comme ça qu'on dit, est une bombe à retardement que nous laissons aux générations futures. Je demande vraiment s'il croit ce qu'il dit. On va demander son avis à notre invité. Éric Bocquet, bonjour Éric. Bonjour. Monsieur le sénateur, tu nous fais le plaisir pour la 2e fois d'accepter notre invitation. Nous apprécions vraiment bien. Tu es membre aussi de notre association, faut le dire. Et pour notre émission du jour, tu es surtout l'auteur de La dette à perpète, avec un T, un ouvrage à la qualité pédagogique qui le rend nécessaire aux militants que nous sommes, et à vous aussi, auditrices et auditeurs de Radio Campus. Achetez ce livre, c'est de l'éducation populaire, paru au Temps des Cerises il y a 1 an, mais toujours d'actualité. Un point d'actu peut-être aussi, on apprend ton retrait du Sénat il y a 1 semaine, avant la fin de ton mandat, donc un mot peut-être. Oui, effectivement, c'était prévu ainsi. Alexandre Basquin, qui était 3e sur notre liste sénatoriale de septembre 2023, était positionné là parce qu'il savait qu'en cours de mandat, je passerais le témoin. C'était une volonté politique de ma part. Je suis ni malade, ni déçu, ni désabusé, ni écœuré. Toujours actif, toujours motivé, mais je pense que le temps est venu de passer le témoin à une génération plus jeune. Je vais avoir l'âge de 67 ans en novembre, qui n'est pas un âge canonique. Mais voilà, après 13 années passées au Sénat, des 13 années d'une richesse intellectuelle, humaine et politique fabuleuse, je pense venu le temps de passer le témoin. Un jeune sénateur, il a 42 ans, maire de Avesnes-les-Auvers dans le Cambrésis. Et voilà, je suis convaincu, parce qu'il est déjà impliqué dans son territoire en tant que maire, vice-président de son intercommunalité. Et il connaît les gens, il connaît la vie des gens, et il saura porter au Sénat la voix du Cambrésis et des gens du Nord qu'il va représenter. En effet, ça ne manquera pas, en tout cas. Bien, on va quand même venir à notre sujet, donc. C'est Quentin qui pose la première question. Alors du coup, on va parler de dette aujourd'hui, et ce qui nous intéresse aussi, c'est de dire que la dette, elle a une histoire. La dette, on en parle, ça monte depuis les années 70. Est-ce que vous pourriez rapidement nous résumer un peu l'histoire de la dette sur les 50 dernières années, comment ça progresse et comment ça devient important ? Oui, 50 dernières années, effectivement, c'est le repère, puisque le dernier budget équilibré de la France remonte à 1974. Cette année-là, la France avait même réalisé un excédent de 0,2%. Et depuis, la France vote un budget en déficit. Alors au début, petit déficit. Et au fil des années, le déficit a flambé. Il a roulé comme une boule de neige.
pour atteindre aujourd'hui 3 228 milliards d'euros à date. On avait franchi la barre des 1 000 milliards de mémoire en 2003, 2 000 milliards en 2013 et 3 000 milliards en 2023. Vous voyez, tous les 10 ans, on passe une tranche de 1 000 milliards et toujours avec le même discours. On aura l'occasion d'en parler vis-à-vis du public qui serait, nous dit-on, responsable de cette dette. Oui, pourquoi pas. Une question, Didier, peut-être. Oui, sur le... Justement pour le public, d'ailleurs. Dans votre livre, donc vous insistez sur d'autres moyens de financement que celles de la dette, notamment par l'emprunt national, l'épargne nationale et par les bons du Trésor. Est-ce que vous pouvez un peu expliciter tout ça? Oui, je termine le livre là-dessus parce que il vous avait échappé que le titre du livre, La dette à perpète, est suivi d'un point d'interrogation. C'est-à-dire que c'est un sujet qu'il faut questionner. Donc effectivement, j'aboutis à 3 pistes, 3 propositions pour sortir de ce piège que les marchés financiers ont mis en place avec les complicités que l'on sait, parce que, pour rappel, l'État français était financé par ce qu'on appelait le circuit du Trésor. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la Banque de France a été nationalisée et a construit autour d'elle, avec des banques privées, un circuit du Trésor, avec des banques partenaires. Elle était chargée de gérer l'épargne des Français. Et cette épargne servait à faire des avances à l'État français qui n'avait pas à l'époque recours au marché financier. C'était des avances sans intérêt. Et puis, il y a eu un grand mouvement idéologique dans le monde. La France n'a pas échappé à cette tendance. Les libéraux ont estimé que les États, à partir des années 70-80, le grand tournant... 71-73, quoi. Voilà, le virage a commencé à cet endroit-là. Il n'y a pas eu de révolution, mais il y a eu une modification du mode de financement des États. Et ils se sont dit, il faut désormais que les États se financent comme une entreprise, comme un ménage, sur les marchés financiers privés. Alors quand on a pris cette décision-là, on a fait un choix historique, fondamental, et qui a changé complètement la donne et qui nous amène aujourd'hui à l'état budgétaire dans lequel on est. D'accord. Alors l'idée aussi, c'était que ce ne c'est plus l'État qui s'y finance soi-même, mais les marchés financiers apporteraient une moralité dans le choix du financement. Parce que l'État est dépensier, forcément. Voilà, c'était un peu le concept, effectivement. Les politiques ne sont pas responsables, leur seule idée c'est de se faire réélire, et donc on va dépenser sans compter, faire tourner la planche à billets, manque de responsabilité, irresponsabilité, blablabla. Tout ce discours-là a été effectivement largement répandu, donc il vaut mieux avoir affaire aux spécialistes, aux gens sérieux, rigoureux que sont les marchés financiers, comme chacun sait. Oui. Et sur le plan, disons, macroéconomique, est-ce que le rapport dette-PIB a-t-il vraiment un sens? Alors, non, ça fait partie, du discours anxiogène qui est maintenu vis-à-vis de la dette par rapport au public. Je prends l'exemple dans le bouquin, imaginez qu'un ménage dont le revenu annuel est de 50 000 euros décide d'acquérir un logement qui coûte 200 000. Il a un peu d'épargne, il a 50 000 d'épargne, donc il va emprunter 150 000. Et donc, s'il emprunte 150 000 euros que l'on ramène à son revenu d'une seule année, ce ménage est endetté à 300%. C'est ce qu'on fait avec l'État. Ça n'a aucun sens. Parce que la dette d'aujourd'hui, les 3 228 milliards, c'est le cumul, c'est un stock accumulé pendant 50 ans. Et on rapporte ce stock de dette de 50 ans au revenu d'une seule année. Ça n'a aucun sens. Donc aujourd'hui, effectivement, notre ratio de dette sur PIB, il est à 112-113%. Je me souviens d'un débat, c'était juste avant le Covid, fin 2018, on préparait la loi de finances 2019. À l'époque, c'était Bruno Le Maire à Bercy, le Mozart de la finance, avec Gérald Darmanin à ses côtés. Et il nous disait, attention, messieurs les parlementaires, nous approchons dangereusement des 100% de dette sur PIB. On était à 98,5%. C'était décembre 2019. 3 mois plus tard, arrive le Covid, l'économie marchande s'arrête le 16 mars, on appuie sur un bouton, tout s'arrête. Le PIB s'écroule. On est arrivé en juin, 6 mois plus tard, à 117%. Et le monde a continué à tourner, et on a continué à nous prêter. On est à même, les marchés financiers sont même allés jusqu'à nous prêter à taux négatif en janvier-février 2021. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a une espèce d'arnaque, entre guillemets, par rapport au financement de l'État par les marchés financiers. Il y a un choix qui a été fait. Et aujourd'hui, alors ce qui est curieux, c'est que la dette d'un État, ça s'appelle la dette souveraine. J'ai découvert ça. Mais comment on peut être souverain en étant vassalisé ainsi aux marchés financiers? Vous voyez? Donc là, l'urgence, c'est que l'État retrouve sa souveraineté fiscale, budgétaire et financière. Alors il y a des pistes, on y viendra peut-être à la fin, mais l'une de celles que vous évoquez, on y reviendra en détail tout à l'heure.
Pourquoi Oui, alors, je me demandais deux choses. Les marchés financiers, en fait, c'est qui et pourquoi ils ont prêté en négatif, avec un taux négatif? La bonne question. Alors, pourquoi ils prêtent un taux négatif? Je vais lire une citation qui dit tout. Vous connaissez l'agence France Trésor? L'agence France Trésor, c'est elle qui est chargée de vendre toutes les semaines nos titres de dette sur les marchés financiers. Alors, les marchés financiers, c'est 15 banques. Ils sont sélectionnés par l'État tous les 3 ans, une liste. On les appelle les spécialistes en valeur du trésor. Ça n'a rien à voir avec les sciences de la vie et de la terre. C'est les spécialistes en valeur du trésor. Voilà, il y a 4 banques françaises, il y a 4 banques britanniques, 3 banques américaines, une banque allemande, une banque japonaise. Et eux sont habilités à acheter le titre de dette. Et le directeur de l'agence France Trésor, alors vous allez rigoler, à l'époque il s'appelait monsieur Anthony Requin. Bon, il s'appelle toujours Anthony Requin, mais il n'est plus à l'agence France Trésor, il fait autre chose. Et il a été interviewé par France Inter le 20 janvier 2021, au moment où on empruntait à taux négatif. Et il expliquait ainsi les taux négatifs. Les gens placent leurs économies pour être sûrs de récupérer leur somme. Et un coffre-fort, ça se loue. Les investisseurs nous confient leur liquidité, ils paient le prix de la location de cette sécurité. C'est le taux d'intérêt négatif que vous voyez. Le coffre-fort, c'est la signature de l'État, une signature qui a été honorée depuis 1797, qui est un des meilleurs historiques de crédit de toute l'Europe occidentale. Et, pour aller plus loin, les banques qui acceptent de nous prêter à taux négatif ne sont pas des philanthropes, ne sont pas des incompétents, ne sont pas des fous. Prêter au Trésor français, prêter à la France, c'est une porte d'entrée plus large au sein du client État dans sa totalité. Vous voyez ? Donc c'est un cheval de Troie, c'est une façon de maîtriser l'État. Quand je vois les Échos, parce que je lis régulièrement les Échos, sur mon chevet de droite c'est les Échos, et sur mon chevet de gauche c'est l'Humanité, les Échos titraient il y a 10 jours je crois, Michel Barnier s'engage dans le débat politique sous la surveillance des marchés financiers. Oui. Donc il y a la surveillance politique à l'Assemblée du Rassemblement national et il y a la surveillance financière et économique des marchés financiers. Voilà où nous en sommes. Effectivement, cette citation est tout à fait intéressante et révélatrice du climat dans lequel on peut être. Ludovic. Oui, alors maintenant, Ludovic, oui. On va interroger la question du remboursement de la dette. Est-ce que c'est vraiment urgent de rembourser la dette? Est-ce que la dette est vraiment hors de contrôle? Est-ce que d'après vous, c'est quelque chose qui... Parce que là, voilà, on a un gouvernement là, qui veut absolument, là, en très peu de temps, rétablir, en tout cas, revenir à un déficit raisonnable. Est-ce que pour vous, voilà, est-ce que c'est vraiment urgent de faire cette cure d'austérité? Alors, est-ce qu'il est raisonnable aujourd'hui de dire qu'on va rembourser la dette? Je me souviens d'un propos d'Éric Woerth, il était à l'époque rapporteur de la Commission des finances à l'Assemblée, c'était en 2020. Et il l'a dit, je prends cette citation dans le bouquin d'ailleurs, mais qui croira que cette dette sera remboursée un jour? Il faut savoir comment ça marche. Parce qu'on ramène ça, enfin les gouvernements successifs, afin de culpabiliser les gens et les impressionner dans ce discours catastrophiste. Les gens, eux, quand on a emprunté pour financer ce logement ou un véhicule, on a remboursé capital et intérêt sur 5 ans, 10 ans, 12 ans, jusqu'au dernier euro. La France, ça ne marche pas comme ça. Vous voyez, j'ai imprimé ce matin ce document, ça c'est l'agence France Trésor. L'an prochain, on va réemprunter 306 milliards d'euros. Vous voyez ? Et on va payer 55 milliards d'euros d'intérêt. Alors ces 306 milliards d'euros, ils vont servir à quoi? Ils vont servir d'abord à équilibrer le budget, déficit annoncé 135 milliards, et le reste, il sert à quoi? Il sert à rembourser les emprunts qui arrivent à terme. Il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc ça veut dire que ça ne va jamais s'arrêter. C'est pour ça que j'ai pris l'image du hamster dans sa roue comme illustration de la couverture du bouquin. On est dans la dette perpétuelle. Comment une entreprise, comment un ménage pourrait survivre à un tel régime? Vous irez voir votre directeur d'agence. Vous avez un petit problème, un petit découvert, parce qu'il y a eu un accident de la vie, et vous lui demanderez un taux négatif. Et vous me direz sa réponse. D'accord? La France, depuis 50 ans, se finance sans difficulté. On fait la queue pour nous prêter. Là, il y a une adjudication, parce qu'on vend la dette comme on vend des pantoufles, des kebabs, des cacahuètes. C'est une marchandise, la dette. L'agence France Trésor met une adjudication, vous regarderez le site, lundi après-midi, 14h50, les enchères s'arrêtent, et on va au plus offrant. Ils vont, je sais pas, ils vont emprunter 6-7 milliards, on va leur en proposer 30, 40, 50. Si il y avait un véritable risque, un véritable danger, mais les marchés financiers, ils se sauveraient. Personne ne nous prêterait.
Mais aller jusqu'à prêter un taux négatif à un pays que l'on dit exsangue, malade, au bord du précipice, mais les gars, encore une fois, ils ne sont pas fous, ils ne sont pas incompétents, ils ne sont pas philanthropes. Parce qu'avoir de la dette d'un État dans ses comptes, c'est un socle de solidité. Hein, on a remboursé depuis 1797. Ça fait du temps. Et donc, avoir dans ses comptes des titres de dette souveraine d'un État, ça permet d'aller sur les marchés mondiaux, les marchés privés, de faire des affaires. C'est une forme de garantie, de caution. Vous voyez, moi, je tiens de la dette française, c'est de la bonne. Hein. Voilà, je le dis comme ça. Et donc, on peut se permettre de perdre de l'argent sur des opérations financières ailleurs, sachant que dans son stock, dans son portefeuille, on a des titres de dette qui, eux, sont en béton. Vous voyez ? Donc, il y a la mainmise sur les États, il y a la mainmise sur les choix des gouvernements, quels qu'ils soient. Vous voyez ce qu'ils ont fait à la Grèce il y a 14 ans. Ils les ont mis à genoux, les Grecs. Les Grecs ont dit 2 fois, 3 fois, on ne veut plus d'austérité. Et on a expliqué gentiment à Alexis Tsipras et à Syriza, écoute, mon grand... on ne peut pas aller contre les traités européens, il faut que tu payes. Si tu ne payes pas, ben, nous, on te coupe les robinets. Ça s'est passé comme ça. Ce qu'ils ont fait, effectivement. Ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont supprimé des postes de fonctionnaires. Alors, c'est une pression terrible. Alors, c'est la Grèce. Sans mépris pour la Grèce. Nous, on est la France, deuxième puissance européenne. Mais je pense que nous serions confrontés à la même pression, peut-être moins brutale, des marchés financiers. Imaginons que demain, il y ait une élection, gouvernement progressiste, révolutionnaire se met en place dans ce pays. Lundi matin, on y va. Hein. Ouais. Donc, il y a une dépossession du pouvoir politique parce que les marchés financiers ont la main sur notre dette, sur notre fric. Je le dis tranquillement. Il y a peut-être aussi, mais c'est pas pour aujourd'hui, il y a aussi une question de monnaie aussi qui est problématique en l'occurrence. Le fait de l'euro, notre dépendance de l'euro est quand même... j'ai en tête l'interview récente de Varoufakis qui voulait absolument revenir au drachme pour ne plus être dépendant de l'euro. Oui, et c'est sûr que cette monnaie, même la Banque Centrale Européenne qui est chargée de fabriquer cette monnaie, le mandat de la Banque Centrale Européenne, il a été fait avec une vision libérale. Oui. Hein, vous faites les billets et vous veillez à ce qu'il n'y ait pas trop d'inflation. Voilà. Parce que l'inflation, ça bouffe les créances de ceux qui nous prêtent. C'est pour ça qu'ils ont peur de l'inflation. Ça bouffe la rente. C'est pas pour le gars qui aura du mal à s'alimenter ou les étudiants qui font la queue. Cela, on s'en fout. Mais c'est moi, vous reniez ma dette. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le ratio de dette sur PIB, on va prendre leur calcul, il était à 160% pour la France. On sortait de la guerre. 30 ans plus tard, 20%. On n'a pas fait d'austérité. On n'a pas réduit la dépense publique. Non. On avait un État stratège qui maîtrisait son financement. On a fait de la croissance, 4, 5, 6% par an, et la dette a été bouffée comme ça. Et on a tous progressé. Alors, avec des inégalités, hein, on n'était pas au paradis, mais tout le monde progressait. Voilà, il y avait de la croissance, il n'y avait pas de chômage, ou très peu. On a équipé le pays, on a fait des autoroutes, le téléphone, les centrales, les caravelles, voilà, le paquebot France. On était dynamique. Et aujourd'hui, c'est plus le cas, quoi. Donc, on subit cette dette qui devient un argument politique pour justifier les politiques d'austérité qu'on vit depuis des dizaines d'années et qui vont se renforcer en 2025 de manière spectaculaire. Alors, une question très opportune de Quentin. Oui, tout à fait. Du coup, dans l'autre sens, alors imaginons que ce soit réellement une urgence. On va faire l'exercice de pensée ensemble. Si on constate que tous les pays du monde ont des dettes, moi cet été j'ai eu l'occasion de lire le livre Dette 5000 ans d'histoire de David Graeber, oui, qui est une des personnes à l'œuvre derrière Occupy Wall Street, et qui explique que dans l'histoire il y a eu beaucoup de jubilés de la dette. Il y a eu des moments où on a annulé de la dette souveraine. D'ailleurs, la dette que vous citez sur la pérennité de la dette française, c'est aussi parce qu'avant ça arrivait régulièrement qu'on annule des dettes. Est-ce que c'est une option qui est encore envisageable aujourd'hui pour la France, pour certains pays qui ont des situations de dette extrêmement préoccupantes? Alors, quand on annonce cette idée d'annulation de la dette, ça fait hurler les marchés financiers, bien sûr. Mais ça s'est fait. L'exemple de l'Allemagne. Repartons de la guerre. Parce que ça a été... On a vécu quelque chose d'important et qui a conditionné la suite de ce qu'on vit aujourd'hui. L'Allemagne, 8 ans après la Seconde Guerre mondiale, n'était pas sortie des roseaux, entre guillemets. Dévastation, destruction, il fallait reconstruire l'industrie, les autoroutes, etc. Le peuple allemand souffrait. Voilà. Et en février 1953, il y a eu une conférence des créanciers de l'Allemagne à Londres, février 1953, décidant d'annuler purement et simplement 60% de la dette allemande et de restructurer les 40% restants dont on étale davantage. Ça, plus le plan Marshall, et tant mieux pour le peuple allemand, je le dis, tant mieux pour le peuple allemand. L'Allemagne est redevenue, en 20-25 ans, première puissance économique européenne, qu'elle est encore. Donc on peut
à un moment donné, quand il y a le feu dans la maison, prendre des décisions que jamais les libéraux n'auraient imaginées un jour. Et puis, rappelons-le, à l'époque, 1953, c'était la guerre froide, rideau de fer, il y avait les soviétiques de l'autre côté, et donc l'Allemagne avait un enjeu géopolitique, géostratégique aussi. Il fallait relever l'Allemagne. Il fallait éviter que ça se propage, quoi, en gros, la marée rouge, vous voyez. Donc il y avait un enjeu politique fort, et donc les créanciers financiers et les capitalistes sont pas fous. Quand il y a le feu dans la maison, on lâche un peu de pression, parce que pour ne pas tout perdre ensuite, quoi. Et là, sur ce coup-là, ils ont gagné. Donc oui, la dette allemande a été annulée en 1953, 60% de la dette, et ça leur a permis de repartir de l'avant. Voilà. Alors évidemment, quand on annonce l'annulation de la dette, ça fait hurler les créanciers, bien sûr. Mais on sert qui? On sert le peuple ou les créanciers et les financiers? C'est la première question. Et puis, la Banque Centrale Européenne dont on parlait, article 123 du traité de fonctionnement de l'Union Européenne, la Banque Centrale Européenne n'a pas le droit de prêter aux États. Interdiction. Traité de Maastricht, etc. On a un traité qu'on nous a vendu comme étant la clé pour préparer le bonheur d'une Europe démocratique et progressiste, etc. On voit bien ce qui se passe. Donc la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, malgré l'interdiction qui lui est faite par les traités européens, détient, de fait, 25% de la dette française. Alors comment c'est possible? On n'a pas changé le traité, il n'y a pas eu de référendum, on n'a rien fait. Mais ils savent inventer des trucs quand il y a le feu dans la maison. Ils ont utilisé, si vous vous souvenez de l'expression, l'assouplissement quantitatif. J'adore le jargon des financiers. L'assouplissement quantitatif, le quantitative easing en anglais, ils ont adopté des mesures non conventionnelles et ils ont adopté une politique accommodante. Voilà comment ils ont dit les choses. Ce qui fait que la Banque Centrale Européenne n'a pas le droit d'acheter les titres de l'État, elle ne fait pas partie des 15 banques que je citais tout à l'heure, mais elle peut racheter de la dette sur le marché de l'occasion, le marché secondaire. Les 15 que je citais tout à l'heure, c'est le marché primaire. Et après, les banques qui ont acheté des titres de dette ne gardent pas ça dans leur tiroir. Ils vont faire du business ailleurs sur les marchés mondiaux. Et c'est là où la BCE, parce que toute l'Europe, enfin le monde entier était confronté à une crise grave. On aurait pu assister à un nouveau krach de 29, avec toutes les conséquences que l'on sait. Donc la BCE s'est autorisée de racheter des titres de dette pour, en gros, soulager la pression qu'il y avait sur les marchés financiers et l'économie mondiale. Voilà. Donc, alors, il y a eu un débat en 2021, je crois, sur la possible annulation de cette dette détenue par la BCE. Alors moi, je ne suis pas économiste, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus, mais je pense que ça vaut le coup de regarder. Moi, j'ai des collègues, des copains économistes, même progressistes, qui disent que ça ne servirait à rien, ça ne changerait rien. Et d'autres disent, ben si, ça soulagerait, ça permettrait de réinvestir dans la transition écologique, par exemple, sur les grands sujets, les grands défis qu'on a devant nous. Donc voilà. Donc c'est une question toujours de décision politique. Le débat sur la dette publique, j'en suis convaincu, n'est pas un débat financier, comptable, budgétaire, c'est un débat politique, hautement politique. Oui, alors, c'est peut-être un peu en contrepoint, mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est effectivement, je reviens sur le fait d'aliénation de la dette, je prends un peu le pas sur des questions ultérieures, c'est la Grèce, le CADTM avait démontré que la Grèce avait une dette qui était irrecevable de toute façon. On n'a rien fait pour autant, quoi. On a continué de s'enfoncer. Non. Moi je crois, on n'a pas sauvé le peuple grec, qui paye encore la facture d'ailleurs. Il suffit de voir ces jeunes Grecs qui ont quitté leur pays pour aller en Australie ou au Canada, parce qu'ils voilà. Donc on n'a rien fait pour sauver le peuple grec, on a sauvé les banques qui détenaient la dette grecque. C'est ça qui s'est passé. Oui. Vous voyez ? Et c'est le peuple grec qui a payé la facture, pour la deuxième fois. Après, sur la situation grecque, rappelons la responsabilité de Goldman Sachs, la plus grande banque du monde, qui avait, avant l'entrée de la Grèce dans l'euro, avait fait un audit des comptes de la Grèce et dit c'est bon, on peut les laisser rentrer. Ils ont menti. Les Grecs, ils avaient un système fiscal malheureusement pas très efficace pour plein de raisons, y compris pour des raisons d'évasion fiscale, des grands oligarques et compagnie. Donc, chez nous, l'impôt rentre bien en France, parce qu'on a une administration et des services qui font rentrer les choses. En Grèce, ce n'était pas le cas. Et donc, Goldman Sachs, on a laissé la Grèce s'enferrer dans cette situation et on leur fait payer très très cher aujourd'hui. Et leur ratio de dette, il a baissé un peu, mais croyez-moi, ils sont encore à 130-140%, c'est de cet ordre-là. Voilà.
Oui, c'était moins lorsqu'ils étaient dans la crise. Hein. Voilà. Le- Voilà. Donc on n'a rien réglé, Le on ratio leur de a dette est fait. plus important maintenant. Ça me rappelle la saignée des médecins de Molière. Quoi. Oui, c'est la cure qui tue le malade. Complètement. Impurgé. Complètement. Et dans ce cas-là, la dette ne deviendrait pas un moteur clairement de financiarisation de l'économie? Mais complètement. Complètement. Là, ah oui, c'est tout à fait ça. Les marchés financiers s'engraissent de la dette publique. Ceux qui nous critiquent, qui nous accusent d'avoir provoqué ce chaos, enfin, je dis nous, les dirigeants, les politiques, les responsables, les parlementaires, vous êtes responsables de la dette, et le peuple est responsable de la dette, parce qu'il a voulu... on n'a plus les moyens de financer notre modèle social, mesdames, messieurs. Hein. Vous avez voulu les 35 heures, vous avez voulu la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congé payé, la sécu, l'école gratuite. C'est fini ce temps-là. Voilà ce qu'on entend. Et puis, eux, ils se nourrissent de notre dette. L'an prochain, on va leur verser 55 milliards d'euros d'intérêts. Hein. Et depuis, entre 2011 et 2022, on a fait une petite étude, on a versé au marché financier 491 milliards d'euros. L'INSEE a fait une étude qui remonte à 1979, 1350 milliards d'euros d'intérêts que la France a payé pour faire de la dette. Quoi. En intérêt. On aurait pu faire des choses avec ça, des hôpitaux, des universités. Il y a quelques bâtiments, j'ai vu ici, qui auraient besoin d'un petit ravalement, etc. Vous voyez ce qu'on a payé en intérêt au marché financier? Oui, ils se nourrissent de notre dette. C'est devenu une nourriture essentielle pour eux. Et ça leur donne de la crédibilité pour faire du business sur les marchés financiers mondiaux et prendre des risques ailleurs. Donc oui, les États, ils sont, comment dirais-je, presque sous perfusion. Quoi. L'urgence, c'est de retrouver la souveraineté. On en parlera sans doute tout à l'heure. En fait, c'est comme si la France était chez Cofinoga ou CTLM. On est dans le crédit revolving. Hein, on vous donne 5 000 euros, vous ne dépensez pas, et vous commencez à puiser dedans parce que vous voulez changer le téléviseur, le frigo, vous avez un petit problème, hop, et puis ça commence et la roue tourne. Et c'est parti. Et vous payez. Ou Cofidis pour rester... Ou Cofidis pour jouer la carte régionale. On est d'accord. Et du coup, pour donner un ordre d'idée, le budget de l'État annuel en ce moment, c'est 400-450 milliards à la grosse louche. Et donc, Oui. 50 milliards d'euros de ce budget, c'est du remboursement de la dette. Tout à fait. Donc, c'est une charge importante pour l'État. Absolument. Et si on revient sur l'explication historique qu'on donnait avant, c'est une charge qu'on s'impose parce qu'on n'a plus de banque de l'État français Oui. pour avoir une morale de conduite, entre guillemets. Enfin, Oui. je caricature. Non, mais c'est un bon résumé. Oui, j'ai le document, les chiffres clés du PLF 2025, là, effectivement. Charge de la dette, voilà, 54,9 milliards prévus. Hein. Voilà. Au taux d'aujourd'hui. Donc oui, c'est... Alors, charge de la dette, effectivement, c'est quand j'ai vu ces chiffres-là, quand je suis arrivé au Sénat, à la Commission des Finances, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, comme vous, j'entendais depuis des décennies, on est surendetté, dette publique, etc., il va falloir régler ça. Et puis je vois qu'on paye ça chaque année. Enfin, à l'époque, c'était 42 milliards. Là, on est à 55 milliards. Et dans la loi de programmation des finances publiques, là, 2023-2027, en 2027, dans les conditions d'aujourd'hui, la charge de la dette, les intérêts, représenteront 72 milliards d'euros. C'est ça, oui. 72 milliards d'euros, c'est ce que l'impôt sur le revenu rapportera. C'est-à-dire que les impôts sur le revenu qu'on va payer vont aller directement dans la poche des financiers qui nous achètent notre dette. On est dans un système de dingue. On marche sur la dette. Là, et à cause de ça, on culpabilise les gens. Et c'est de votre faute. Voilà, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le service public, ça coûte cher. On ne peut plus. Il n'y a pas d'argent magique. Un jour, Macron a dit ça à une infirmière au CHR de Rouen. Vous vous souvenez, en avril 2018. Avant le Covid, ouais. Hein, elle réclamait des postes, elle réclamait des moyens de mieux soigner les gens, mais madame, il n'y a pas d'argent magique. Après, il y en a eu. Et d'un seul coup, on a trouvé l'argent magique quand il y avait le Covid. C'est hallucinant. Donc, il y a un discours à dégonce, que d'ailleurs j'ai découvert, je ne sais pas si parmi vos éditeurs, il y a des gens qui parlent l'allemand. En allemand, le mot dette et le mot faute, Oui, c'est ça. d'accord, c'est die Schuld. Entschuldigen Sie mich. Alors, c'est peut-être pas tout à fait anodin, quoi. La culpabilité d'être endetté, oui, c'est ma faute. Voilà, j'ai fait cette remarque un jour, mais c'est significatif. C'est certainement significatif. Et quand on connaît la place de l'Allemagne dans l'Europe, effectivement, Voilà. tout le monde le subit. Alors, il y a peut-être un petit truc là qui m'avait chiffonné, là aussi, sur l'histoire qu'avait dit Didier tout à l'heure, sur le ratio, qui n'est pas très, très raisonnable. On pourrait peut-être aussi dire aux gens qu'il y a la maturité de la dette, Oui. et que la maturité de la dette calmerait plutôt les ardeurs ou la violence des propos, en fait. Oui.
Absolument, mais voilà, donc je parlais d'un discours anxiogène, catastrophiste. Vous savez qu'il y a un compteur de la dette, vous regardez sur Internet, moteur de recherche, compteur de la dette française. Bon, je ne vais pas le faire là, mais vous voyez le compteur tourner en temps réel. 2660 € de plus par seconde. C'est effrayant. Effrayant. Et on nous dit effectivement, dans l'histoire de la culpabilité, vous endettez vos enfants, vos petits-enfants, c'est scandaleux ce que vous faites. Vous êtes des salauds, je vais le dire entre guillemets. C'est honteux ce que vous faites. Vous endettez vos petits-enfants. Les gens sont choqués par ça. Et quand on regarde la maturité de la dette française, effectivement, l'agence France Trésor, c'est des gens sérieux, la maturité de la dette française, aujourd'hui, elle est de 8 ans et 173 jours. C'est nous qui remboursons la dette, c'est notre génération. Vous voyez ? Donc c'est pas vrai qu'on a des emprunts qu'on va payer dans 40, 50 ans. C'est faux, c'est un mensonge. L'agence France Trésor le dit, vous voyez ? 8 ans et 173 jours. C'est-à-dire que si on arrêtait d'emprunter aujourd'hui, eh ben, dans ce délai, on serait venu à bout de la dette. Mais là, on est à 3228 milliards. On a un déficit annoncé l'an prochain de 134 milliards. Imaginons que par un coup de baguette magique, on réalise 10 milliards d'excédents l'an prochain. C'est pas un truc miraculeux, la France. 10 milliards, c'est-à-dire qu'il faudrait 320 ans pour rembourser notre dette. Hein ? Si je fais court. Non mais c'est pas raisonnable, c'est pas tenable, c'est inentendable ce discours-là. Donc on va jamais venir à bout de cette dette dans les conditions d'aujourd'hui. Donc l'urgence, c'est de chercher d'autres pistes, poser le débat en grand, y compris que nos partenaires européens, pour se sortir de ce joug. Oui. Et l'autre piste aussi, c'est de dire l'actif de la France, qui est à hauteur. Alors j'ai un chiffre de 2022. L'actif de la France, c'est 58 977 milliards d'euros. Voilà, le patrimoine de la France, en fait, qui correspond, qu'on pourrait mettre sur un autre ratio, qu'on pourrait mettre en ratio avec la dette, effectivement. Tout à fait. Morgane. Oui, justement, tout à l'heure, on parlait sur le ratio de la dette par rapport au PIB. Est-ce qu'au final, c'est crédible de parler de gestion de la dette, de gestion de l'État comme d'un couple classique, comme d'un père de famille en fait? Non, ça n'a aucun sens. Effectivement, ça fait partie des armes idéologiques pour justifier leur réduction de la dépense publique, qui est une obsession chez eux. Non, ça n'a aucun sens. Une entreprise peut avoir des difficultés, peut mettre la clé sous la porte, peut faire faillite. Un ménage, il peut se séparer, il peut perdre son emploi, il peut tomber malade, et puis on est mortel. Nous sommes mortels. Malheureusement, on est mortels, on va tous mourir un jour. Mais l'État, sauf cataclysme mondial où une comète percute la planète et là, tout est réglé pour tout le monde, on n'en parle plus. Mais c'est pas vers ça qu'on va aujourd'hui. Je rappelais tout à l'heure que la France n'a pas fait défaut depuis 1797, depuis le Directoire, la banqueroute des 2 tiers. Le nouveau régime voulait solder la dette de la monarchie. On a liquidé 2 tiers de la dette d'un trait de crayon. La banqueroute des 2 tiers. C'est depuis ce temps-là et depuis ce temps-là, on a toujours remboursé, rubis sur ongle, nos emprunts. Donc non, c'est pas comparable. La durée de vie de l'État est éternelle, sauf cataclysme planétaire. Celle d'un ménage et d'une entreprise, tout est précaire, quoi, comme disait Laurence Parisot un jour. Oui, donc il y a un risque. Le risque de prêter un État, il est nul. Il est nul. Voilà. Donc non, ça n'a pas de sens. Cette comparaison n'a aucun sens. Je crois qu'il faut marteler cette idée, parce qu'elle est bien ancrée aussi. Et on fait tout pour ne pas l'éviter. Absolument. À quoi sert la dette ? On a déjà eu des éléments de réponse. Du coup, oui, on a déjà eu certains éléments de réponse. Ce qu'on voulait évoquer aussi, je me permets de voler ta question, c'était la question sur les grands investissements de la transition écologique. On l'a déjà un petit peu évoqué. Est-ce que ce taux d'endettement nous empêche de faire des grands emprunts qui nous permettraient d'assurer l'adaptation au changement climatique ? Et comment on contourne cette limite si elle existe, quoi. C'est vrai que par exemple les Américains, enfin le gouvernement Biden n'a aucun scrupule à taper dans la dette pour des investissements pour les énergies renouvelables par exemple. Mais complètement. Oui, la différence c'est qu'aux États-Unis, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine finance l'État à sa demande, quoi. Quand Biden est arrivé, il a fait un emprunt de 2000 milliards de dollars, vous vous souvenez de ça? Et la Réserve fédérale a dit OK Joe, tu les as. Et puis donc il a fait des chèques, il a relancé l'économie, la consommation, les gens n'ont pas spéculé, ils ont consommé, ils ont vécu un peu mieux.
ceux qui étaient destinataires des chèques. Donc la réserve fédérale américaine, oui. Alors les Américains, eux, première puissance du monde encore. Hein. Leur PIB, c'est 22 000 milliards de dollars de mémoire et 33 000 milliards de dettes. Mais les Américains, ils se cassent pas la tête. Chaque année, on entend parler en fin d'année, en fin d'exercice, du shutdown. Il n'y a plus de sous dans les caisses, donc on ne va plus payer les fonctionnaires, on va tout arrêter. Mais ils se mettent d'accord, républicains et démocrates. On se voit au Congrès. Bon, comment on fait? On va relever le plafond de la dette. Et depuis les années 70, je crois qu'ils l'ont fait 60 fois, relever le plafond de la dette. Et ils sont première puissance économique du monde. Voilà. Oui, donc tout est, comment dirais-je, conditionné par le mode de financement de l'État qu'on veut se donner. Et des outils qu'on veut se donner, qu'on avait autrefois, qu'on n'a plus aujourd'hui, mais qu'on peut retrouver, hein, qu'on peut réinstaurer sous une autre forme sans difficulté. On parlait de l'épargne tout à l'heure. J'ai consulté un document de la Fédération bancaire française, des gens sérieux, qui faisait un état des lieux de l'épargne des Français. J'étais surpris du chiffre, très honnêtement. L'épargne des Français, tout confondu, hein, assurance vie, livret A, livret développement durable, solidaire, enfin, les comptes courants, c'est 6 111 milliards d'euros. C'est-à-dire que nous tous, nous avons, en plus de l'actif, vous avez raison de le souligner, on a de l'actif. Cette université, c'est de l'actif. Les routes qu'on emprunte, c'est de l'actif. Les hôpitaux, c'est de l'actif. Parce qu'on parle que du passif. Mais on a de l'actif. La dette a aussi servi à faire de l'actif. Et donc, voilà, c'est toujours une façon de présenter le discours pour faire peur aux gens et donc les rendre vulnérables et en situation d'accepter les efforts qu'on leur demande et qu'on ne va pas finir de leur demander si on ne change pas de système. Sur les mouvements qui étaient liés aussi à l'intermondialisme, qui combattaient justement ces notions de dette, comme le CADTM notamment, on les entend un peu moins. On les avait entendus beaucoup sur la Grèce, aussi en Amérique latine, puisqu'il y a des Éric Toussaint, Damien Millet qui avaient participé à la politique en Équateur notamment. Et est-ce que ce mouvement est un peu en reflux ou est-ce que vous avez des contacts avec eux? Comment ça se passe? J'ai eu contact avec Éric Toussaint que j'ai rencontré, je suis allé en Belgique le rencontrer, j'ai lu ses bouquins et c'est bien, je reçois régulièrement il y a le fil info, le CADTM que je suis avec intérêt. Alors, c'est clair que dans le discours dominant, dans les grands médias, on n'entend pas ça. C'est clair qu'il y a une bataille idéologique à mener. Effectivement, j'ai le sentiment que c'est plutôt discret, mais je ne reproche rien à personne en disant cela. Hein. On est dans un moment où le libéralisme a marqué des points. Il ne faut pas se mentir. Le rapport de force est aujourd'hui défavorable aux forces de progrès. Je le dis tranquillement, mais ça ne me désespère pas. Hein. Tout ça, il faut reconstruire quelque chose. Mais oui, c'est sûr que quand on voit que les milliardaires, 9 ou 10 milliardaires en France détiennent 90%, 95% de la presse, alors qu'ils perdent de l'argent avec la presse. Oui. On ne gagne pas de sous avec un journal. Mais pourquoi ces gens, eux non plus, ne sont pas des philanthropes, des fous et des incompétents? Mais c'est pour tenir les idées, pour faire vivre cette idéologie de la culpabilité. Il faut payer la dette, il faut réduire les dépenses publiques, trop de prélèvements obligatoires, l'impôt tue l'impôt, blablabla. Tout ça, on nous l'assène, mais tous les jours à longueur d'antenne. Et les gens finissent par le croire. Il n'y a même plus besoin de répression. C'est dans la tête des gens. Ils ont mis des verrous dans la tête des gens, pour les raisons qu'on a dites, que je ne vais pas redévelopper. Et donc, je ne sais plus, il y a une citation d'un banquier américain, peut-être Rockefeller, qui disait « Si les gens comprenaient le système bancaire et financier, je pense qu'il y aurait une révolution demain matin. » Ah oui. La nécessaire prise de conscience du système dans lequel on est, qui s'est largement financiarisé, effectivement. On gagne plus de fric, non pas que l'industrie, mais on gagne plus de fric avec les spéculations. C'est plus rentable. C'est 2 chiffres dans un délai plus court. L'industrie, si je gagne 3,7 dans 5 ans, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux gagner 13 en 2 ans. Et donc, financiarisation de tous les domaines de la société. Regardez l'exemple Sanofi cette semaine. Oui, par exemple. Sanofi. C'est absolument emblématique de ce qu'on est en train de vivre. Une grande boîte, Sanofi, qui a bénéficié d'ailleurs de fonds publics. 1,5 milliard, je crois, en plusieurs années. C'est ça? Crédit d'impôt recherche. Crédit d'impôt recherche qui coûte 7 milliards aux finances publiques chaque année. Incapable de produire un vaccin au moment du Covid. Incapable. On est le pays de Pasteur quand même. Alors on a dû, AstraZeneca, machin, mais c'est une honte. Et aujourd'hui, ils vont vendre leurs produits à un fonds américain
dont l'objet, c'est pas d'améliorer la santé des gens, l'objet, c'est faire du fric. C'est une honte absolue. Et tout est décliné comme ça. Tout est décliné comme ça. Alors, un mot sur le crédit d'impôt recherche, mais plus globalement sur les niches fiscales. Pourquoi on en est là ? Il ne faut pas être sorti de Polytechnique pour comprendre qu'un budget, c'est des recettes et des dépenses. Donc régulièrement, je dis, on n'est pas dans un excès de dépenses, on a les dépenses dont on a besoin. On est dans un déficit de recettes. Mais depuis 40 ans, tous les gouvernements se sont ingéniés à baisser les ressources fiscales de l'État. L'impôt société en 86, c'était à 50%. Aujourd'hui, il est à 25%, et c'est encore trop. C'est encore trop, il faut être compétitif, blablabla. Il y avait 14 tranches d'impôt sur le revenu dans les années 80. Aujourd'hui, c'est 5. À l'époque, le taux maximal, c'est 65%. Aujourd'hui, c'est 45%. Quand on supprime l'ISF, quand on supprime la taxe professionnelle, 23 milliards. Quand on supprime les impôts de production, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la taxe d'habitation, ben oui, au bout, il vous manque des recettes. Quand on exonère de cotisations 20 milliards par an, le CICE, c'était ça. C'est devenu exonération de cotisations. Mais ça fait des dizaines de milliards dont on se prive. L'évasion fiscale, on en a déjà parlé autour de cette table, 80 milliards par an. Les niches fiscales cumulées, la Cour des comptes a produit un rapport en juillet 2023 là-dessus. On a 465 niches fiscales en France. Alors, il y en a qui sont utiles, hein. Je ne dis pas qu'il faut tout arrêter. Mais vous savez combien ça coûte, ça, à la France ? 94,2 milliards d'euros chaque année. De dépenses fiscales, ça s'appelle comme ça. L'évasion fiscale, les niches fiscales, il y a un ménage à faire, il faut regarder. Le crédit d'impôt recherche, on n'est jamais sûr d'ailleurs que ça finance la recherche, entre parenthèses. Et puis les aides au monde économique. Et c'est les universitaires lillois, le Clercé, là, qui a fait un rapport. On les a eus. On les a eus. 180 milliards d'euros par an d'argent public. Je ne dis pas qu'il faut tout supprimer, mais il faut regarder à quoi ça sert, quelle utilité est ça. C'est de l'argent public, c'est notre argent. Vous additionnez tout ça, ben vous avez un budget de la France équilibré. Hein. Oui. Et un budget de la France équilibré, c'est une lapalissade, c'est plus de dette, c'est plus de déficit. Voilà. Alors, autre question, peut-on éviter les endettements exceptionnels type financement des hydrocarbures en 2022-2023 Bah oui, on peut conditionner. On peut avoir une fiscalité incitative, voire coercitive entre guillemets, mais oui, c'est à l'État de décider à quoi sert l'impôt. Oui, bien sûr, c'est un outil, mais voilà, encore une fois, il faut en avoir la volonté politique et moins subir l'influence des grands lobbies, des grands cabinets. Voilà, les Total, c'est le plus gros contributeur en France. Hein. Oui, j'ai pas le chiffre en tête, mais il y a aussi la dette des entreprises qui est pas mal en France. On ne parle jamais de la dette privée, mais elle est supérieure même, je crois. Oui, je crois qu'elle est supérieure. Ouais, elle est supérieure, ouais. Absolument. Oui. Bien, on va terminer cette interview là, mais on ne pouvait pas ne pas parler du NFP. Et qu'est-ce que dit le NFP sur la dette ? Bah, je crois qu'il tient à peu près le même discours. Après, le NFP, c'est un rassemblement de différentes sensibilités, on le sait, ouais. Mais il y aura, ou il y a eu, je ne sais pas, je n'ai pas été dans les discussions, mais il y aura inévitablement à prendre une position sur ce sujet. Tout à l'heure, je parlais de la Grèce. Alors, nous ne sommes pas la Grèce, mais encore une fois, imaginons que demain, un gouvernement s'installe avec une volonté de s'attaquer à ça. Lundi matin, la bagarre commence, quoi. Hein. Oui. Hein, faut pas se mentir. Les marchés financiers vont vous dire, attendez, messieurs, peut-être payez vos dettes, là, autrement on vous finance plus, parce que il faut sortir de ça. Mais ça ne va pas se faire en 6 mois. Hein. Vous voyez un peu le chemin à parcourir pour rétablir la souveraineté fiscale de la France. Alors, on va rétablir l'ISF, il faut faire davantage contribuer les hauts revenus, les dividendes. Il y a des ressources, là. Mais ce n'est pas 3 000 milliards. Hein. On peut récupérer dans un budget idéal, je ne sais pas moi, 60, 80, 100 milliards d'euros l'année prochaine. Mais il faut inverser la tendance. Il faut vraiment inverser la tendance parce que là, on est dans la dette à perpète et ça ira dans la poche des marchés financiers qui se gavent de notre dette. Donc, si on veut redonner une souveraineté à la République, on en est à ce niveau-là, sortir de cette emprise, de cette tutelle, il y a un chemin long, il y a un combat à mener, et je pense que tous les citoyens devraient s'en mêler, hein, parce que j'imagine les pressions que nous subirions. Mais il y a un chemin. Je suis convaincu qu'il y a un chemin, mais ils ont marqué les points, les libéraux, les financiers, les capitalistes ont marqué les points, mais il n'y a pas de fatalité à ce qu'on vit. Il n'y a pas de fatalité. Il faut regagner notre souveraineté.
Les aides fiscales, les aides économiques, il faut regarder un peu. Les niches fiscales, il faut regarder. L'évasion fiscale, il faut arrêter de faire semblant de s'y attaquer pour récupérer 12 milliards et demi, alors qu'il y en a 80 qui se barrent chaque année. Quand est-ce qu'on met fin à ce scandale-là au niveau de l'Union européenne? Sortir de l'hypocrisie, vous voyez. Voilà, il y a des ressources immédiates. Taxer les gros revenus, évidemment, ça va faire hurler les capitalistes. La semaine dernière, vous voyez, j'étais dans un débat sur le bouquin avec le Rotary Club de mon coin. Donc la tonalité n'était pas celle d'aujourd'hui, vous l'imaginez bien. Mais on a un débat de fond, mais quand on parle d'augmenter les impôts, mais il y en a pour qui c'est insupportable. Alors que quand on va regarder, je parlais de l'impôt société qui est à 25%, ça c'est vrai pour l'artisan, le restaurateur et la PME. Mais les grands groupes internationaux, c'est 7, 8, 9%. Hein. Oui, c'est ça. Par tous ces phénomènes d'optimisation ou d'évasion. Donc là, il y a de la matière à reprendre, il y a des sous à récupérer. Là. Mais c'est un long processus. Je pense que oui, le NFP, les forces progressistes, les forces de gauche, mais voilà, le NFP aujourd'hui doit se pencher sur ce sujet. Alors il y a des idées, hein, on n'est pas des voyageurs sans bagages sur la fiscalité. Là, dans le débat budgétaire, ça va venir. Mais c'est que le début d'un long processus de reconquête et de souveraineté. Eh bien, on va y croire, parce qu'il faut le faire de toute façon. Absolument. On est sur ce ton-là. Merci Eric d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été aussi, clair en tout cas, et convaincu de ce que tu dis. C'est ce qui fait ta personnalité. Merci beaucoup. De rien, de rien. On va passer donc à la pause et on va allumer le président. Là c'est la cata. Ohé, ohé, faut que je trouve un nom pour quelqu'un à Matignon. Lucie Café, je sais pas qui c'est, qui se fera pas censurer pour un oui ou pour un non. Xavier Bertrand, Le Pen dit non. De toute façon, je fais ce qui me plaît. Et si je nommais Éric Ciotti? Quoi? Détendez-vous, c'était pour déconner, car aujourd'hui, je l'ai choisi. Et depuis, on ne voit que lui. Michel Barnier, ohé, c'est le garant de la stabilité. Il ne se fera pas censurer, ohé. Ça, Le Pen me l'a promis, juré, craché. Les gauchos pas contents vont râler évidemment. Ils sont comme ça. Les gens d'en bas, mais pas le temps de pleurnicher. Faut aller voter le budget. Qu'est pas Jojo. Merci Bruno. Il veut améliorer la réforme des retraites. Je comprends. Vous verrez que je suis ouvert au compromis. Je suis pas contre monter l'âge à 65 ans, comme Barnier l'a proposé il y a 3 ans. C'était brillant. Michel Barnier, ohé. Sous Giscard, il était déjà député. Peut-être bien ministre sous Daladier, ohé. Et préfet de Savoie sous François Ier. Michel Barnier, ohé. C'est l'euphorie dans le pays tout entier. Pourvu qu'il se fasse pas dégager, ohé. Car là je vois pas qui pourrait le remplacer. Lucie Castet, laisse tomber. Manuel Valls, ça m'angoisse. Jacques Delors, il est mort. Charlemagne, on s'éloigne. Balladur, oui bien sûr. Casimir, tu délires. Pikachu ou Bayrou. Lucie Castet, fous-moi la paix. De toute façon, y'a que Michel qui me plaît. Il est grand, il est beau, il est fort, je crois en lui. Oui. Certains l'appellent le Joe Biden français. Et ouais, je suis pas sûr. C'est vraiment entre nous un compliment. Michel Barnier, ohé. Moitié Zorro, moitié Gérard Larcher. Quel soulagement pour Bolloré, ohé. Car grâce à lui bientôt y a plus d'immigrés. Michel Barnier, ohé. C'est hyper chiant comme refrain, désolé. Mais je ne vais pas m'arrêter, ohé. Car je suis grassement payé par l'Élysée.
Michel Barnier, ohé, ohé. Lucie Castet peut aller se rhabiller. Et si jamais elle nous fait chier, ohé, ohé, on l'envoie au bagne pour quelques années. Au bagne Castet, ohé, ohé. Oui, eh bien, vous avez reconnu forcément les goguettes qui se sont mis à la place de Macron pour choisir un Premier ministre. Et c'était Barnier, ça on le sait aussi déjà. Bien, donc les actualités d'attaque, eh bien, c'est Didier qui va s'y coller. Ouais, donc on va commencer par le national, donc tout à fait dans la ligne de l'émission. Donc suite de la campagne super profit ultra riche méga injustice lancée en février 2024 sous le titre générique Tax the Rich. Les comités locaux se sont emparés de la campagne donc pour porter les 6 propositions pouvant faire rentrer la bagatelle de 60 milliards d'euros. Donc dans ce cadre, un livre contre l'évasion fiscale toute une histoire, avec des dessins de la dessinatrice VAP. Et donc un meeting a eu lieu sur ce thème le 5 octobre autour du projet de loi de finances 2025. Il y a aussi une campagne contre le financement de la colonisation et de l'armement israélien par les banques complices. Donc la campagne, ça s'appelle Banques complices, en particulier la BNP, en lien avec la FPS et le mouvement BDS. Campagne contre l'Empire Bolloré pour la défense de nos libertés publiques et la liberté de la presse. Donc un collectif Stop Bolloré a été initié par Arié Halimi de la LDH et Atta qui participe. Ensuite, des campagnes en province contre la relance du nucléaire à Rouen et freinage d'urgence contre les lignes à grande vitesse dans le sud-ouest. Au niveau interne, donc, il y a un rassemblement des comités locaux à Paris les 16 et 17 novembre. Au menu, préparation de l'AG, nouveaux statuts, place des comités locaux et de nombreux ateliers, dont un animé par Christian Latsou et Monique sur les transports gratuits. Rappelons qu'Attaque est membre de l'Alliance écologique et sociale et qui tiendra, elle, ses assises les 15 et 16 novembre à Paris dans le local de la FSU. Donc, où tu seras notre digne représentant. Absolument, ça va être difficile de participer aux deux de toute façon. Et enfin, le 17 octobre, donc, a lieu le procès d'activistes d'Attaque et de Extinction Rebellion à Bobigny dans le cadre d'une action contre les jets privés en septembre 2023. Et juste pour signaler la parution du livre de Jean-Marie Haribé, Enquête de valeur, aux éditions du Croquant. Au niveau local, Christian ? Eh bien, l'Assemblée populaire a l'initiative des 3 attaques de la métropole, soirée festive où Attaque invite syndicats, associations et partis politiques pour porter les revendications du NFP que nous avons soutenu pendant toute la campagne. Il se tiendra du 7 au 14 novembre à la Bourse du Travail, entre le 7 et le 14 novembre, on ne sait pas encore la date vraiment, en fonction des disponibilités de la salle de la Bourse du Travail. Par la fenêtre et par la porte, soirée cinéma à l'univers à partir de 18h. La projection aura lieu à 19h. Le mardi 29 octobre sur la crise sociale de France Télécom. Et il y a des gens ici qui ont subi cette crise. Ils ont subi, dans leur chair. Avec Patrick Ackermann de Solidaire, fondateur de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées, et Vlad Marcus, que nous avons déjà reçu ici à notre antenne, qui est un syndicaliste sud de Télécom. À l'initiative de l'association Survie d'Ebal avec Fabien Lebrun sur le numérique et l'exploitation des métaux rares le samedi 30 novembre, on pourra en reparler. Ce sera au Sarrazin à Lille. Surtout qu'il faut dire ceci, l'associatif est en danger avec ce gouvernement. Pour info, le gouvernement fait des économies sur les radios libres, sur la liberté en fait. On n'a pas fini de vous demander de l'argent pour venir à notre aide. Le gouvernement a fait une réduction drastique du fonds de soutien à l'expression radiophonique. 35%, rien de moins, sur soit plus de 10 millions d'euros d'économies que va faire le gouvernement sur le dos des radios libres et sur la liberté, je tiens à le dire. Le FSR, donc ce fameux fonds de soutien à l'expression radiophonique, a alerté que nos ressources seraient diminuées de 56% donc pour nous, et il nous faudrait trouver 26 000 euros pour Radio Campus. Donc voilà, campagne d'appel aux dons
entre autres. Ça continue, le Greenpeace est très très inquiète de ce qui s'est passé aux États-Unis, où le Greenpeace a été attaqué par une compagnie pétrolière et qui lui demande 300 millions de dollars. On est inquiet d'autant plus qu'il semblerait que la loi de finances en France, je viens de le dire, pose problème, va nous poser problème, va poser des problèmes à toutes les ONG de toute façon et pas seulement les radios libre. Il y avait déjà le CER, alors maintenant on va se prendre au pognon pour les associations. Et ça continue avec Médiacité, encore une fois contre la liberté tout simplement, et pas seulement la liberté de la presse. Une entreprise comme Médiacité est perclue de procédures bâillons qui leur coûtent la peau des fesses et qui effectivement il faut aussi soutenir. Et enfin, reste à soutenir malheureusement aussi, qui se portait un peu moins bien en ce moment, c'est le polder, donc avis aux Élémois et aux Lillois de la métropole. Voilà, nous avons terminé aujourd'hui. Quentin, tu nous dis un mot du 16 novembre. La prochaine émission du 16 novembre sera sur un sujet qu'on a un peu oublié ces derniers mois et qui pourtant est si important et se rappelle à nous par des crues régulières. C'est l'écologie. Et donc du coup il va s'agir de remettre l'écologie au centre du débat et d'évoquer aussi les enjeux qui peuvent être les nôtres si jamais on oublie de traiter l'écologie. Un mot pour juste terminer, c'est je remplace Florent. J'ai retenu de son atmosphère 2 événements. L'hommage aux victimes algériennes du 17 octobre 1961. Ici, on noie des Algériens, rappelez-vous. Il y avait un certain Papon, un ministre à l'époque, préfet de police, je crois plutôt. On a jeté dans la Seine un nombre d'une centaine d'Algériens. Il y a une commémoration cet après-midi avec une manifestation à 14h30 à la place de la République. Et puis, on l'aime bien aussi, et il est présent cet après-midi à 15h à la médiathèque Jean Lévy, La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. C'est de Julien Talpin, bien sûr. Ce serait très intéressant d'y faire un tour pour ceux qui sont intéressés par cette thématique. Voilà, nous en avons fini avec l'émission d'aujourd'hui au 16 novembre et au 30 novembre d'ailleurs, puisqu'on a 2 émissions. Il y a 5 samedis, je le rappelle, en novembre. À bientôt et bon week-end. Prenez soin de vous. Bonne journée, bon week-end. Au revoir. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, don't tip the boat over. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat. Up to now we sailed through every storm, and I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, don't tip the boat over. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, don't tip the boat over. Rock the boat, rock the boat, rock on with your bad tip. Rock the boat.